Rebonjour à tous et à tous, bienvenue à cette deuxième conférence macroéconomique avec ce nouveau format en live différé. Donc là vous êtes bien en live, cette fois-ci Hugo a fait part à Guillaume Biot et à Arthur Bernasconi. Nous sommes prêts à répondre à vos questions-réponses. Peut-être juste avant, c'est vrai que vous avez vu sur les taux américains, c'est vrai que la vidéo avait été enregistrée vendredi, et c'est vrai qu'on a vu Jérôme Powell qui a donné un ton encore plus hawkish que prévu. C'est vrai que c'était pas forcément prévu, parce que clairement il avait martelé que les taux ne devraient pas monter entre 5,25 et 5,5, mais plutôt les laisser pour une période plus longue. Et hier il y allait un peu plus fort, et c'est vrai que le marché maintenant s'est ajusté à quasiment entre 5,50 et 5,75, et vous l'avez tout de suite vu sur le taux 2 ans US qui a dépassé les 5%, et le taux 10 ans US qui a dépassé pareil les 4%, et vous voyez tout de suite l'impact favorable sur la parité euro-dollar, donc sur l'appréciation du dollar par rapport à l'euro. Dès à présent nous allons prendre vos questions. Donc on a une première question de Sébastien. L'inflation persistante ne vous fait-elle pas peur ? Si, c'est clairement quelque chose qu'on pensait quand on regardait l'inflation, notamment, vous savez, des biens et pas des services qui avaient fortement chuté. Vous avez le prix des conteneurs, le prix de la logistique, le prix de tout, les coûts des matières premières qui ont fortement rebaissé. On pensait qu'on allait très vite redescendre, que l'inflation allait très vite rechuter. Et bien finalement ça tient beaucoup plus que prévu. Pourquoi ? Parce que finalement les sociétés continuent de passer des hausses de prix et le consommateur final continue d'accepter les prix. Pourquoi ? Parce qu'en gros, normalement, quand vous avez autant de hausses de prix, vous savez que la demande fléchit et l'économie ralentit. C'est ce que tout le monde attendait l'année dernière, et on attendait qu'on allait rentrer en récession. Et bien finalement, les États ont tellement envoyé de chèques cadeaux, chèques essence, on fait des relances budgétaires à fond, et en fait c'est pour ça que finalement l'économie tient aussi bien. Et c'est vraiment un peu ça l'effet pervers des chèques des États, que l'économie tienne bien. Mais finalement on aurait peut-être aimé une petite récession, que l'inflation se calme, et puis finalement ça continue. Donc c'est vrai que l'impact des États avec les budgets fait décaler tout ce fameux scénario d'inflation. Et c'est vrai que le fameux corps inflation que la Fed regarde, ou la BCE, et encore, vous avez vu, encore en accélération sur le mois de février, on devrait arriver sur des mois avec des effets de base un peu plus simples dans les prochains mois, mais clairement, comme l'a dit plusieurs fois les banquiers centraux, ça va prendre plusieurs temps avant de revenir vers le fameux 2%, et on pourra se poser la question si c'est encore utile, ce fameux 2%. Ça c'est encore un autre débat. Que pensez-vous de la news concernant la possible vente de la Méridionale ? Alors ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Vous savez, Steph, c'est vraiment une des valeurs que l'on aime beaucoup chez Gay-Lussac Gestion, que l'on a en portefeuille depuis nombreuses années. C'est une société familiale, et vous savez que la plupart des employés sont actionnaires de la société. Donc c'est vraiment le type de société que l'on aime beaucoup, qui rentre dans nos fils Global, Beta, Momentum. Et c'est vrai que la société avait un peu un boulet à la patte. C'était donc la Méridionale, vous savez, c'était le transport de passagers en bateau. Et la CGA, CGM, qui a en fait des milliards de profits pendant le Covid, s'est porté acquéreur de la Méridionale. Donc ce serait vraiment une excellente nouvelle, parce que cette division-là était en perte depuis plus de 2 ans, générait beaucoup d'investissements pour acheter des bateaux. Donc c'est vraiment une super nouvelle, et cela devrait mettre encore plus en valeur la décote de la valeur Steph, parce que vous savez qu'en plus Steph a une propre foncière en interne, parce qu'ils ont leur propre bâtiment logistique, et rien que comme s'il n'est pas valorisé en mark-to-market comme une valeur comme Argan que vous connaissez pour la plupart, souvent rien que le patrimoine immobilier de Steph, c'est qui la plupart en Ile-de-France et dans toute la France, vaut largement plus que la capitalisation boursière. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle pour Steph. Quels sont les secteurs que vous privilégiez ? Alors, vous savez, au sein de Gay-Lussac Gestion, donc il n'y a pas vraiment de secteur que l'on privilégie. Vous savez qu'on est vraiment des spécialistes des micro small cap. Donc comme on vous a dit tout à l'heure, Hugo, dans la présentation, c'est vrai qu'il y a une énorme sous-performance de la classe d'actifs. Vous avez vu depuis fin juin, l'Eurostoxx a remonté de plus de 27%, et l'indice micro cap a quasiment fait plus 3%. Bon, nous,
on n'est pas trop inquiet, ça nous rappelle un peu 2011-2012. Rappelez-vous, en 2011, tout avait chuté, c'était les large caps qui remontaient en 2012, puis les mid, puis les small et enfin les micro caps. Et rappelez-vous ce qui s'était passé entre 2012 et 2017. Donc nous, quand vous dites quel secteur on privilégie, on privilégie toujours donc les micro-small, et dans les micro-small, vous savez qu'il y a 4 grands secteurs, que sont les industriels, la techno avec beaucoup d'ESN, SS2I, la consommation et la santé. Donc ça change pas beaucoup. Vous savez que dans tous nos fonds micro-cap, on a 26 de tech dans le micro-cap, 26% de tech dans le micro-cap Europe, c'est un peu la même chose dans les autres fonds. Pareil, à peu près 20-22 d'industriels, 10 de santé, 15 de conso. Voilà, ça c'est un peu les grandes masses. Et c'est vrai, donc non seulement la classe d'actifs a sous-performé, et comme disait Hugo tout à l'heure, vous avez vu que les cycliques sur défensives ont énormément surperformé depuis septembre, en ligne avec la période novembre 2020, mars 21. Donc là, pareil, dans les cycliques, vous avez très souvent les valeurs à fort bêta, que sont les bancaires, les assurances, les matières premières, les pétrolières. Et tout ça au sein de Gay-Lussac Gestion, ce ne sont pas des valeurs qui rentrent dans notre thématique le vol, le bêta momentum. Donc on est complètement à l'écart de cela. Donc au moins, ce qui est bien, c'est qu'en étant investi chez nous, vous savez clairement que vous n'avez pas du tout de ça en portefeuille. C'est ce qui nous expliquait notre sous-performance récente des derniers mois. Et on ne va absolument rien remettre en cause. Vous savez que notre process marche extrêmement bien sur moyen long terme. Et comme disait Hugo tout à l'heure, on pense réellement qu'on arrive au pic de la sous-performance de notre style de gestion. Et comme très souvent, on va arriver pendant les publications des annuels. Là, ça commence entre le mars et avril. Vous savez que les micro-caps, small-caps sont décalés par rapport au large-cap. Et très souvent, on rattrape notre retard parce que le stock picking arrive. Nos fameuses valeurs qui n'avaient pas fait de grand-chose commence à bien publier. L'exemple classique ce matin, Equinox, qui a très bien publié hier soir. Le titre monte de 3 ou 4%. C'est une ligne dans le milieu de classement, donc équipondéré à 2% dans notre fonds microcap, par exemple. Une autre question, vous écartez la récession, l'augmentation des taux n'est pas terminée, alors peut-être de forts mouvements baissiers à venir. Alors, c'est vrai que sur la macro, vous savez, c'est toujours pareil. En effet, plus les taux vont monter, normalement, c'est vrai qu'avec des taux qui ont monté fortement, cela devrait avoir un impact sur les valorisations. C'est pour cela que le S&P sous-performe clairement depuis le début de l'année. Bon, le Nasdaq surperforme un peu, mais je pense que c'était plus un rebond par rapport à la forte sous-performance de l'année dernière. Et c'est pour ça qu'on continue de penser que les valeurs à trop fort PE vont continuer de sous-performer. Mais l'impact sur l'inflation devrait clairement avoir un impact sur la consommation. Vous savez que la consommation aux États-Unis, le taux d'épargne aux États-Unis est revenu au plus bas historique, même bien avant pré-Covid. Donc c'est vrai que le consommateur américain a vraiment puisé dans son épargne post-Covid. Bon, en France, c'est un peu différent, on est entre 16 et 17% d'épargne, mais ça c'est structurel, c'est lié à la France. Donc c'est vrai que si l'inflation devrait continuer d'être trop forte, il y aura un impact sur l'économie. Donc c'est vrai que nous, on pensait que ça allait arriver T4 l'année dernière, premier trimestre de cette année. Et comme je disais tout à l'heure, à cause des aides des États, ça va être décalé. Mais la seule bonne nouvelle, c'est que si l'économie se met enfin vraiment à ralentir, bad news va devenir good news. Pourquoi ? Parce que le marché va commencer à anticiper le fameux pivot. Donc les taux rebaisseraient à ce moment-là. Les banquiers centraux seraient peut-être un peu plus accommodants, ce qui serait également bon pour le marché action. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit un marché large cap qui est reparti très fort avec des taux qui ont remonté, c'est vrai que quand vous regardez la fameuse equity prime de risque, c'est vrai que pour la première fois depuis longtemps, le marché peut s'interroger à savoir placer son argent, soit avoir ce fameux arbitrage des actions vers les obligations. On nous demande, vous étiez positionné à une époque par l'intermédiaire de l'un de vos fonds sur Vivendi. Êtes-vous toujours positif sur cette position ? Et ne pensez-vous pas que Bolloré a tout intérêt à ce que Vivendi reste bas pour une possible OP avec Bolloré ou OD ? Et donc Vivendi, pour rappel, c'est une de nos positions dans le fonds flexible, Europeflex. C'est une valeur qu'on a achetée il y a à peu près 6 mois maintenant, sur une question de valorisation essentiellement. On trouve, nous, que Vivendi est trop décoté par rapport à son actif net. Donc, pour rappel, les gros actifs de Vivendi, c'est le groupe Canal+, c'est UMG, qui est possédé encore à 10% à hauteur de Vivendi, et c'est Havas. C'est les principaux actifs. On trouve que tous les actifs sont en croissance. Canal+ continue de recruter des abonnés. Havas, quand on regarde les peers, la dynamique est plutôt positive sur le secteur.
Donc c'est plutôt voilà, une valeur d'actif. Elle nous a un peu déçus depuis qu'on est rentré. Néanmoins, voilà, il y a plusieurs scénarios spéculatifs qui sont présents sur la valeur, notamment, donc, vous savez, Bolloré SE, la structure cotée au-dessus de Vivendi, possède un peu plus de 29% du capital et devrait, selon les recommandations de l'AMF, annuler des titres à partir de cet été, ce qui les ferait mécaniquement passer au-dessus des 30%. Nous, c'est un des scénarios qu'on joue. Ça pourrait arriver, ça pourrait se passer également par une OPE, donc comme vous le dites monsieur, par une OPE via OD ou Bolloré. Néanmoins, dans tous les cas, une prime devra être payée et nous, notre ANR se situe autour de 14 €, donc on est assez confiant pour voilà, retrouver une valeur assez cohérente avec notre valorisation à terme. Que pensez-vous actuellement du secteur immobilier dans les small caps européennes? Est-ce que ce secteur entre dans votre style de gestion? On avait pendant longtemps, vous savez, une de nos valeurs préférées, c'était Argan, une foncière immobilière logistique qui a vraiment bénéficié, un, du boom logistique et deux, de la baisse des taux, parce que vous savez que le patrimoine immobilier, donc quand vous êtes une société cotée, donc REITs, vous devez revaloriser chaque année votre immobilier, ce qu'on appelle en mark-to-market. Et c'est vrai que pendant des années, le taux de capitalisation, donc le taux auquel on valorise l'immobilier, n'avait fait que de baisser. Et c'est ce qui avait entretenu la hausse du patrimoine. Donc c'est vrai que Argan était monté quasiment jusqu'à 120 €. Aujourd'hui, on cote quasiment 83-84 €. Donc c'est vrai que c'est une valeur qui a impacté en grande partie, qui a été un détracteur l'année dernière pour nos portefeuilles, parce que vous l'avez retrouvé Argan dans plusieurs fonds. On avait également une valeur qui s'appelle Shurgard, vous savez, qui est l'externalisation de caves à domicile. Vous savez, seulement les gens ont de moins en moins de place chez eux, donc ils externalisent une partie. Donc ça, c'est deux sociétés qui ont pas mal souffert de la remontée des taux. Et c'est vrai qu'on pense que la valorisation, avant c'était des sociétés qui se payaient avec des primes, sont aujourd'hui revenues avec une décote. Et je pense qu'aujourd'hui, la décote intègre largement la remontée des taux. Néanmoins, on pense que le momentum va être encore un peu mou sur ces valeurs, parce que comme on disait tout à l'heure, finalement l'inflation core va rester plus forte que prévu pendant encore quelques mois. Donc tant qu'on ne voit pas que les taux courts ou même les taux longs se stabilisent et ne commencent pas à rebaisser, le momentum sur ces valeurs ne risque pas d'être incroyable. C'est pour ça que, en ligne, avec le process de gestion, Argan pendant des années, vous savez, quand on fait l'étape 4 du process, était une des valeurs les moins risquées, donc elle était dans le premier tiers de moins de risque, donc on avait structurellement 4% d'Argan. En ligne avec le process de gestion, le risque relatif de la valeur a augmenté, donc la valeur est toujours classée dans le top 200, mais elle est passée en milieu de classement, donc en ligne avec le process de gestion, on a dû passer de 4% à 2%, donc nous avons plus de 2% d'Argan en portefeuille, et pareil dans un autre fonds, la valeur Shurgard, nous avons aussi plus que 2% en ligne avec le process. On continue d'aimer énormément ces sociétés donc familiales, la famille Leland pour Argan, qui continuent de créer énormément de valeur pour l'actionnaire, mais à court terme, on pense qu'elle est un peu fairly priced et on va attendre que les taux se stabilisent pour recréer de la valeur sur moyen et long terme sur ces valeurs. Les small caps ont-elles la même capacité à faire passer des hausses de prix par rapport aux big caps? Ouais, alors c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est que l'année dernière, on était les premiers à avoir un thème macroéconomique avec Jean-Pierre Petit qui était le pricing power. Bon, on vous accorde que c'est un peu tarte à la crème, parce que finalement, l'année dernière, quasiment toutes les sociétés ont eu du pricing power, quelles que soient les différentes industries. Je ne vous parle pas du luxe que tout le monde connaît, même dans les services informatiques, il y a eu une vraie pénurie de main-d'œuvre et de gens qualifiés, il y a eu des hausses de prix. Quasiment toutes les sociétés ont passé des hausses de prix. Rappelez-vous, même dans la distribution alimentaire, les Carrefour, ça fait 20 ans qu'il y a des déflations de prix qui font que de baisser les prix. Ça fait l'année dernière, ils ont passé des fortes hausses de prix, cette année encore. Donc voilà, donc pour nous, l'industrie entière a augmenté les prix, que ce soit les small caps ou large caps, il n'y a eu pas vraiment de différence. Et c'est vrai que ces derniers mois, on a très souvent eu l'argument de dire les micro-small caps vont plus souffrir du ralentissement économique ou de l'inflation. Mais je vous rappelle que ça, j'ai très souvent cet argument, mais n'oubliez pas que les micro-caps, small caps, c'est pas non plus la toute petite TPE au coin de la rue, c'est quand même des sociétés établies, de qualité, qui sont souvent très agiles dans une niche de marché. On a vu que pendant le Covid, elles s'étaient hyper bien tenues, très réactives, et au contraire, c'est des sociétés qui savent très vite se renouveler et qui ont une productivité souvent bien meilleure que les large caps. Je vais prendre la prochaine. Bonjour, pouvez-vous parler des raisons pour lesquelles vous avez vendu Katana?
J'ai lu cyclicité plus doute sur la volonté de motoriser la gamme dans votre reporting. Oui, donc nous avons trois valeurs sur lesquelles nous avons été positionnés dans le nautisme, à savoir Katana, Fountaine Pajot et Beneteau. Donc Katana, nous l'avons récemment cédé, d'abord pour une raison de volatilité. La valeur est un peu plus volatile que sa micro-concurrente qui est Fountaine Pajot. Donc c'est une des raisons qui compte dans notre process. Et ensuite, effectivement, Katana a récemment annoncé entrer au capital d'une société dans le motorboating, ce qui nous a un petit peu déplu. On préfère rester sur un pure player parce que si on souhaitait aller vers un acteur plus diversifié, on pourrait mettre, alors pas forcément dans les fonds microcap, mais dans des fonds small par exemple, on pourrait mettre Beneteau qui est pour le coup très diversifié. C'est pas ce qu'on souhaite actuellement. On souhaite rester exposé à un pure player du catamaran. Donc, ce qui nous va très bien avec Fountaine Pajot, qui d'ailleurs se paye un peu moins cher dans les 3 fois EBIT, quand Katana est aujourd'hui à plus de 5 fois. Et pour compléter ce que dit Arthur, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est un peu bizarre post-ère fin des banquiers centrales, normalement, c'est que nous, on est low vol, low bêta, momentum. Pendant des années, c'était plutôt des valeurs qualité croissance ou très forte croissance qui étaient classées dans le top 200. Aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, une valeur Fountaine Pajot, qui est une valeur plutôt cyclique, de qualité certes avec beaucoup de cash au bilan, est bien classée dans le top 200. C'est la même chose pour des valeurs comme Crit ou Synergie, quand pendant longtemps on était mal classés, c'est des valeurs, donc c'est pour la première fois depuis très longtemps dans notre process de gestion, nous avons pu mettre des valeurs cycliques de qualité. Et c'était un des grands calls qu'on avait fait fin septembre, début octobre l'année dernière, parce que les niveaux des valeurs des cycliques étaient revenus vraiment aberrantes. Michelin était passé sous les fonds propres, alors que même dans la crise de 2008, c'était jamais arrivé. Il y a des valeurs qui étaient à une telle décote de fonds propres, c'était jamais arrivé suite à la crise de liquidité de septembre. Et comme vous le montrez tout à l'heure dans la présentation, donc c'est vrai qu'on avait joué en ligne avec le process. Vous vous rappelez, on a toujours entre 5 et 10% de ratio d'ajustement. Et on s'était dit, les cycliques vont repartir parce que voilà, les PMI au point bas, elles avaient été trop massacrées. Et donc pour la première fois depuis septembre, on avait joué, dans la mesure du possible de notre process de gestion, ces valeurs à un peu plus fort bêta. Et bien là, on a plutôt bien vu. Et là, comme on vous a montré, on pense qu'on est arrivé au pic de la surperformance des valeurs cycliques et donc des valeurs à plus forte bêta. Et donc c'est pour ça qu'on est sorti de beaucoup de valeurs qui ont des bêtas un peu plus élevées, qui étaient bien classées dans le top 200 grâce au momentum, parce que c'est vrai que Katana a fait une super performance. Et donc là, on a une approche un peu plus défensive. Vous avez vu que les cycliques ont explosé par rapport aux défensives. Vous avez bien vu que des valeurs comme Nestlé sont en baisse depuis le début de l'année. Des valeurs, voilà, il y a beaucoup de grosses large cap défensives sont encore en baisse depuis le début de l'année. Donc on continue de penser que les valeurs low vol, low bêta vont redevenir sur le devant de la scène, et parce que c'est des valeurs souvent, comme disait Hugo tout à l'heure dans la présentation, qui ont des rochers très élevés, des fortes générations de cash flow récurrentes, et c'est vrai que la plupart de ces valeurs ont complètement été délaissées depuis 6 mois. Et donc on pense que le stock picking va revenir et que ces valeurs vont vraiment revenir. Pour cela notamment qu'on a vendu Katana, il y a aussi d'autres valeurs cycliques qui ont très bien marché depuis ces 3-4 derniers mois. Alors une autre question qui nous demande s'il faut privilégier le secteur de la santé dans cet environnement. Je vais prendre la réponse. Sur 2022, on a vu que le secteur de la santé avait été principalement impacté puisque dans la plupart des cas, notamment chez les entreprises pharmaceutiques, une bonne partie des médicaments étant remboursés, les entreprises ont eu du mal à faire passer des hausses de prix et donc à compenser l'inflation. Néanmoins, cette année, on pense que le secteur de la santé est un secteur qui est très résilient puisque les gens ont toujours besoin de se soigner. Nous, c'est une thématique qu'on affectionne et qu'on a toujours portée dans les fonds, notamment la santé animale. Donc, le secteur de la santé est toujours attractif dans cet environnement économique du fait de sa résilience et du potentiel rebond sur les marges du fait de la bonne tenue de l'activité sur 2023 avec le call des inflationnistes qui va pouvoir se matérialiser notamment chez les laboratoires pharmaceutiques. Et c'est pour compléter, vous savez pour la plupart d'entre vous qu'on affectionne, comme dit Guillaume, le secteur de la santé animale. Et c'est vrai que le secteur de la santé animale était un grand détracteur pour nous en 2022 et continue en 2023. Donc, sauf pour Virbac, parce que Virbac est en hausse de plus de 20%, a fait une très très belle publication du 4e trimestre. Donc on voit que le marché est très momentum.
alors que Veto Kindle, société familiale, société Fréchin, qui génère du cash flow depuis chaque année depuis longtemps, est encore à moins 8 depuis le début de l'année. Voilà, Veto Kindle aujourd'hui, je crois qu'il ne s'est jamais payé aussi peu cher depuis 10 ans sur toutes les métriques, alors que la visibilité s'est améliorée, les marges sont quasiment hors Covid, revenus au plus haut, en tout cas on donnait une bonne guidance, une bonne croissance organique. Voilà, c'est fou comme le marché est très momentum, et dès que vous avez une ou deux publications qui est moins bonne, le marché le massacre. Donc voilà, donc c'est vrai qu'une société comme Veto Kindle ou Virbac, on continue d'être très positif dessus. L'éventuelle récession attendue en deuxième moitié de 2023 et ou en 2024 risque de provoquer un risque de liquidité et affecter les small et mid cap. Alors oui et non. Nous, comme je disais tout à l'heure, on aimerait qu'il y ait voilà, cette petite récession qui arrive pour que l'inflation rebaisse, pour que tout se calme. Vous savez que là, on aime beaucoup regarder les sociétés de services informatiques. Pour la première fois, le turnover, donc c'est-à-dire le taux d'émission des gens, commence à se calmer. Parce qu'avant, c'était n'importe quoi. Plus personne n'arrivait à trouver des gens qualifiés et tout le monde partait dans tous les sens, c'était plus possible. Même le patron d'Alten qu'on a eu récemment nous disait une éventuelle petite récession, ça serait très bien, ça calmerait les gens, ça ferait moins bouger toutes les personnes. Donc nous, on pense clairement que l'année dernière, la crise de liquidité est arrivée sur le mois de septembre. Rappelez-vous, l'indice microcap a quasiment fait moins 12. C'était un massacre. Et derrière, le marché a quasiment pas remonté. Il continue d'avoir des flux sortants depuis 2018 sur la classe d'actifs. Il y a eu qu'en 2021 où il y a eu des flux rentrants. Depuis le début de l'année, on pensait que ça allait stabiliser. Il y a encore eu quelques flux sortants. Donc même si on devait rentrer en récession, je pense que les niveaux de valorisation actuels et la baisse de l'année dernière est complètement actée. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les attentes des analystes sont extrêmement faibles. Donc même si on rentrait en une éventuelle récession, tous les patrons sont quasiment préparés, ont tout préparé pour pouvoir conserver leur marge au mieux. Donc on n'est vraiment pas du tout inquiet. Et au contraire, on attend vraiment que ça arrive pour pouvoir passer à autre chose, un rebond économique. Et c'est souvent comme ça que ça arrive. Donc c'est vraiment pas du tout une inquiétude pour nous. Et on ne peut pas du tout arriver... là, je pense qu'on est au summum du manque de liquidité sur la classe d'actifs. Alors, une nouvelle question. Bonjour et merci pour cette conférence passionnante. Ces dernières années, nous avons assisté à beaucoup d'OPA, retraite cote, etc., provoquant un appauvrissement de la cote au profit du private equity. Comment voyez-vous cette situation et avez-vous élargi vos horizons? Croyez-vous à un retour de l'attrait de la bourse? C'est une excellente question. On se plaint très souvent en effet de l'appauvrissement de la cote, notamment en France. C'est pour ça que de chez Gulsac Gestion, vous nous connaissez, on s'est battu pendant longtemps pour se battre contre les sociétés qui partaient avec des primes trop faibles. On s'est battu pendant longtemps sur IGEXAO. Malheureusement, on ne pouvait pas se battre contre Schneider Electric, donc on s'est fait squeezer quasiment au plus bas. Donc, notamment, c'est ce qui avait entre autres expliqué quasiment 1,50 points de sous-performance l'année dernière du fonds microcap, parce que normalement était sous OPA, IGEXAO ne devait plus bouger. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé à avoir des titres Schneider Electric qui ont perdu 20%. Bon, ça c'est une autre histoire. On s'était battu aussi pour Harvest. Je pense qu'Harvest, vous voyez aujourd'hui partout, ils viennent de racheter Cantalis, ils sont en train de racheter plein de fintech. On est vraiment très triste de ne plus être actionnaire d'Harvest, parce qu'on l'avait depuis la création du fonds, c'était un des plus beaux TRI. Donc on se bat souvent. Là, on voit encore Line Data qui a quasiment plus du tout de liquidité dessus. Il y a encore 16 groupes qui ont encore disparu par Sopra. Donc oui, donc nous, en tout cas, vous pouvez compter pour nous pour se battre. Sur Environnement SA, rappelez-vous, on s'était battu. Il y avait une première OPA, je crois, de Carlyle de mémoire. On n'avait pas porté, on avait dit au management, je crois que c'était à 115 ou 120 euros. Et puis finalement, c'était monté à 160 euros. Et notre Moneta et nous-mêmes avions dit qu'ils avaient fait un effort et on avait apporté. Donc évidemment, il y a un vrai appauvrissement de la cote. C'est pour ça que vous savez que nous, on est de plus en plus européens. Donc notre fonds Microcap France, lui, c'est vrai qu'il est très... France, majoritairement en 3/4, mais notre fonds Microcap Europe, lui, est maintenant plus du 3/4 en dehors de France. Et c'est vrai que là, vous trouvez encore des très belles sociétés. Et c'est vrai que
Notamment, on est allé notamment en Grèce, en Pologne, dans les pays nordiques, aussi dans le nord de l'Italie, vous avez toujours des très très belles valeurs. Donc on compte sur nous, l'équipe compte à la fois en Angleterre, je crois que c'est quoi la semaine prochaine, va aller à la Star Conference au mois de mars et également à Milan. Donc voilà, on est beaucoup sur le terrain pour voir des nouvelles sociétés, mais c'est vrai qu'en France, c'est assez dramatique ce qui se passe. C'est pour ça que notre top 10 qu'on a depuis longtemps, heureusement, on supplie qu'il n'y ait pas d'OPA sur les Précia, Gérard Perrier, toutes ces valeurs que vous connaissez. Et surtout, vous avez vu qu'il y a eu un argent colossal qui a été mis dans le private equity. C'était monté jusqu'à 13 fois, je crois, à l'EBITDA, les valorisations dans le private equity. Je crois qu'au T4, c'est redescendu à 11 fois de mémoire, alors qu'aujourd'hui, le marché microcap est à peine à 7 ou 8 fois l'EBITDA, à 7 fois l'EBITDA. Donc vous avez vu cette énorme décote par rapport au private equity. Donc c'est pour ça qu'on est hyper confiant sur le retour de la classe d'actifs. Néanmoins, il faut attendre le retour des flux. Donc c'est pour ça, ne soyez pas inquiets. Pour nous, on est vraiment 2011-2012. Donc 2011 rappelle un peu septembre l'année dernière, tout chute. Rappelez-vous, tout avait remonté en 2012 que sur les large cap. Je crois que c'était une des seules années 2012 où notre fonds microcap a sous-performé le CAC 40. C'était quasiment jamais arrivé à part en 2012 et l'année dernière. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous dites mais pourquoi acheter aujourd'hui des microcaps avec le problématique de liquidité alors que je peux acheter du LVMH qui monte tous les jours. Je vous dis, c'est vrai, vous avez raison, mais je pense que vous n'avez pas forcément besoin de nous pour acheter du Air Liquide, L'Oréal ou LVMH. Mais c'est vrai que nous, on essaie d'acheter ces mêmes valeurs de forte qualité, mais en microcap, small cap qui sont moins connus du domaine public. Vous anticipez la baisse des taux US pour 2024, mais malgré le début de la baisse, les Fed Funds futurs price un taux de la Fed à 3,5 jusqu'en 2027. Comment est-ce que le higher for longer va affecter les microcaps ? La beauté de la classe d'actifs microcap, déjà vous n'avez pas du tout cette rotation sectorielle comme vous avez sur les large caps. Vous avez vu depuis fin septembre, si vous étiez investi dans les large caps sur des valeurs défensives ou à longue duration, vous étiez zéro ou vous faisiez rien, alors que si vous étiez dans les valeurs qui bénéficient de la hausse des taux, vous aviez fait une performance exceptionnelle. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans la classe d'actifs microcap, vous avez 4 secteurs, donc industrie, tech, santé, conso, et surtout c'est des valeurs de par nature qui sont plutôt en croissance, qui sont dans des niches de marché, elles continuent de croître petit à petit. Voilà, c'est pas non plus des valeurs de très forte croissance que vous allez en trouver dans le Nasdaq, mais c'est des valeurs de niche de marché, et c'est des valeurs qui sont très bien comportées depuis plus de 30 ans, et rappelez même avant, dans la période où les taux ont monté, c'est des valeurs qui ont surperformé, et dans les périodes même de baisse des taux, elles ont également surperformé. Ça, c'est sur moyen terme. Aujourd'hui, la classe d'actifs sous-performe comme en 2011-2012 à cause de la problématique des flux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde attend encore cette récession, ce ralentissement économique plus marqué qui n'arrive pas parce que les États continuent d'envoyer des chèques. Et c'est ça ce qui est pénible, c'est que l'État arrive en pompier, en sauveur, et on aurait bien aimé que, comme je disais tout à l'heure, que voilà, l'économie ralentisse, ça repart, et vous savez très bien que quand le cycle économique repart, les micro-cap, small cap marchent toujours très bien. Dans le rebond du cycle post-2012, 2018, le rebond de cycle, les micro-small ont surperformé. Après la bulle Internet 2003-2007, fort rebond du cycle économique, alors qu'il y avait les hausses des taux, rappelez-vous, de 2003-2007, les taux étaient à plus de 4-5%. Et il y a eu une explosion à la hausse, une très forte surperformance de la classe d'actifs. Donc le fait que les taux restent plus longtemps, durablement plus haut plus longtemps, n'a aucun impact pour la surperformance de la classe d'actifs. Elle a un impact à court terme à cause de ce fameux problème d'éventuelle liquidité qui pour nous est derrière nous, qui est arrivé au mois de septembre. Mais pour le moment, donc on pense qu'on arrive au pic de la sous-performance de la classe d'actifs, mais la vraie question c'est quand est-ce que les flux vont un minimum revenir pour que la classe d'actifs resurperforme ? Ça, j'en ai aucune idée. C'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être cet été, peut-être dans 3, 4, 5 mois, 6 mois. Mais la seule chose, on est très sûr, vous savez, c'est des cycles de 5 ans, voilà, 2003, 2007, 2012, 2018. Et là, ça sera un moment dans l'année 2023, je ne sais pas quand, jusqu'à, j'espère, 2027, 2028. Donc là, on devrait avoir 5 très très belles années. Donc soyez patients. Il se peut que les bancaires, que les LVMH continuent de surperformer tous les jours les micro-caps, donc on va continuer de faire le dos rond. Je sais que c'est difficile pour vous qui êtes porteurs de part aussi. En tout cas, on ne va rien changer notre process de gestion et on est extrêmement confiant que ça va revenir un moment dans l'année, mais je ne sais pas quand. Espérons le plus tôt possible. On me demande quelle est la différence entre le fonds micro-cap Europe et le fonds micro-cap
Alors, Microcap France, donc le fonds qui est fermé, c'est vraiment 3/4 France. En fait, avant, il était quasiment 100% France, et en lien un peu avec la question qui était posée tout à l'heure avec l'appauvrissement de la cote, on est allé chercher quelques valeurs italiennes. Donc en gros, on va être 3/4 France, un petit quart Italie, pour faire simple. Alors que le fonds Microcap Europe, ça n'a pas grand chose à voir, c'est 30 France max, 30 zones euro et 30 reste de l'Europe. Et la différence, c'est que sinon ça va être géré exactement par les mêmes équipes, c'est exactement le même process de gestion. On va avoir aussi les mêmes répartitions sectorielles, on va avoir 26% de tech pour Microcap, on aura 26% de tech dans Microcap Europe, on aura 20 d'industrie, etc., etc. On va essayer d'aller chercher les mêmes valeurs, donc OB, Neuron, Sword, qu'on aime beaucoup par exemple dans Microcap, et on va aller acheter du Digital Value, du Nova Baseux, du Effect ou d'autres. Dans Microcap Europe. C'est vraiment comme ça que l'on marche, c'est vraiment les mêmes structures de portefeuille et ça explique que les performances sont vraiment très similaires entre les deux fonds. Merci encore à toutes et à tous, que ce soit l'équipe de gestion ou l'équipe commerciale, donc Victoria, Mathieu, que vous connaissez pour la plupart. On reste à votre écoute et à votre service. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup.